Certains sont considérés comme des cold cases, des affaires non élucidées. D'autres, au contraire, ont connu un épilogue judiciaire. Leur point commun ? Tous ont eu comme décor une route, une autoroute, parfois même un simple parking. On les appelle les crimes de la route. Je suis Thibaut Dinouel et dans ce nouvel épisode, je vous raconte comment la police a mis fin à la cavale de Jacques Mérine, porte de Clignancourt, à Paris. L'homme aux 1000 visages, le Robin des Bois français, l'ennemi public numéro 1. Autant de surnoms pour un seul homme, Jacques Mérine, le gangster le plus célèbre de France, continue de passionner plus de 40 ans après sa mort. Sa légende a inspiré de nombreux artistes et réalisateurs. En 1980, le groupe de rock Trust chante Le Mitard. Texte inspiré par le livre L'Instinct de mort, écrit par Jacques Mérine alors qu'il est en prison. En 2008, l'acteur Vincent Cassel interprète le rôle du gangster dans une saga réalisée par Jean-François Richer. Les deux films feront plus de 3,5 millions d'entrées. Et plus récemment, en 2015, les rappeurs de PNL lui font référence dans le titre Porte de Mérine. Porte de Mérine comprenait la porte de Clignancourt à Paris, là où Jacques Mérine meurt le 2 novembre 1979, abattu par la police au volant de sa voiture. Et pour retracer la fin de cavale de Jacques Mérine, mon invité est l'écrivain, historien Jean-Marc Simon. Bonjour. Bonjour. Vous avez écrit de nombreux ouvrages consacrés au gangster le plus célèbre de France, une demi-douzaine au total. Le plus récent, par exemple, il s'agit de Mérine, les 7 cercles de la mort, publié chez Mareuil Éditions. Alors avant d'évoquer les dernières heures de Jacques Mérine, penchons-nous un peu sur ce personnage que vous connaissez sous tous les angles. Vous dites qu'il est à la fois attirant et effrayant. Pourquoi ? C'est vraiment un personnage qui a deux faces, c'est Janus, Jacques Mérine. Beaucoup de charme auprès de tout le monde, alors plus particulièrement auprès des femmes, semble-t-il. Et puis aussi effrayant par certaines de ses réactions, la violence de sa réaction, qui du reste explique et d'une certaine façon justifie sa mort. Et c'est une violence qu'on observe en France, mais qu'on a pu observer dans d'autres pays, et je pense notamment au Canada. Alors au départ, rien ne laissait pourtant présager cette vie de banditisme, puisqu'il grandit dans une famille assez bourgeoise. C'est vrai, il naît à la Garenne-Colombes, dans la banlieue parisienne, et il est issu d'une famille de petits bourgeois. Ses parents ont réussi à monter, à force de travail, une petite entreprise de dentelle, de luxe. Il va se promener, parfois même travailler un petit peu, mais ça se passe jamais bien avec Jacques Mérine, dans des entreprises du luxe pour lesquelles il est un petit peu cornaqué par son père lorsque son père cherche à le remettre sur le droit chemin. À quel moment est-ce qu'il dérive vers la violence, Jacques Mérine ? À son retour d'Algérie, alors il fera porter le chapeau de sa violence et de sa marginalité à la guerre d'Algérie. Il y se présente un peu comme un héros. En fait, il n'a pas fait tant que ça, mais il est revenu malgré tout vivant, tant mieux pour lui, et avec une décoration, une citation à l'ordre du régiment. Bon, il semble qu'il n'ait pas manqué de courage. Il n'est pas certain qu'il ait vu autant de choses affreuses qu'il le laisse entendre, et par lesquelles il essaie d'expliquer, de justifier sa violence. C'est donc à son retour qu'il commence à nouer de mauvaises fréquentations avec des garçons en Normandie, dans la région du Neubourg, et il commence par des vols de voitures, des vols d'alcool dans des caves, puis petit cambriolage. Et alors enfin, là, il y a une gradation, il tente de braquer la banque du Neubourg. Et il s'y prend très mal avec ses copains. La première voiture de gendarmerie qu'il croise les repère, et ils sont donc contrôlés, arrêtés, avant même d'avoir pu attaquer la banque. Et ça va lui coûter donc 18 mois de prison. Et quand il est revenu, après, il a essayé d'avoir une vie à peu près normale. Il s'est marié, il a travaillé un peu, mais ça s'est jamais très très bien passé. Alors on le connaît, Jacques Mérine, pour ses nombreux braquages de banques, notamment. Ce sont ses péchés mignons, ses évasions spectaculaires bien souvent. Mais est-ce qu'il a déjà tué, Jacques Mérine ? Alors Jacques Mérine a tué, ça c'est avéré. Après ces petits épisodes en France, il part au Canada. Là-bas, il va enlever un milliardaire, ça va mal se passer. Il va partir en cavale, il va passer
passé par un hôtel près de Percé, c'est-à-dire sur la côte est du Canada, dont on va retrouver la propriétaire étranglée, donc on va l'incriminer. Il sera condamné là-bas à 11 ans de prison pour le kidnapping du milliardaire Georges Deslauriers, mais il sera acquitté pour le soupçon de meurtre de Madame Boutillier. Et donc il repart, il réussit à s'évader au Canada, et puis il revient en France. Et c'est là qu'il entreprend une carrière de braqueur. Alors il sera arrêté une première fois chez lui en 1973 dans le 13e arrondissement. Il part en prison, il sera même transféré au quartier haute sécurité de la prison de la Santé. Et en 1978, près de 5 ans après son incarcération, il arrive à s'évader. Alors c'est un champion de l'évasion. Il avait envisagé à plusieurs reprises de s'évader, notamment avec François Besse. François Besse qui est un truand aussi armé et redoutable que lui, mais beaucoup plus sage. Et donc à deux, ils réussissent à s'évader avec des armes qui auraient été cachées dans le plafond du parloir, en choisissant bien son jour, un jour où il y avait des travaux dans la prison, de grandes échelles à disposition, et ils n'ont qu'à se déguiser en gardien, prendre le contrôle de l'unité cellulaire dans laquelle ils se trouvaient, et puis sauter du mur. Mais ça s'est pas totalement bien passé, puisqu'un troisième complice qui les avait suivis comme ça de façon un petit peu improvisée a été abattu par la police. Une évasion un peu rocambolesque. En tout cas, Jacques Mérine est en liberté, c'est le début d'une nouvelle traque pour le retrouver. Une traque qui durera 1 an et demi jusqu'au 2 novembre 1979. Désormais libre, mais recherché dans tout le pays, Jacques Mérine reprend du service dès sa sortie de prison avec son associé François Besse. Il s'attaque à une armurerie de Paris, des armes qui lui serviront ensuite pour plusieurs braquages, le casino de Deauville, la Société Générale du Raincy, pour des prises d'otages également, la famille du juge Petit qui l'avait condamné à 20 ans de prison, pour enlever Henri Lelièvre, un riche industriel, et pour kidnapper Jacques Tillier, un journaliste de Minutes. Mérine, roi du déguisement et des stratagèmes, arrive à chaque fois à s'échapper au nez et à la barbe de la police. Pire encore, il la nargue en s'affichant dans les médias. C'en est trop pour les autorités qui décident alors de créer une unité anti-Mérine, une décision qui s'avérera payante pour retrouver sa trace. Jean-Marc Simon, cette nouvelle évasion, ces nouveaux braquages qu'il commet, l'enlèvement d'Henri Lelièvre, tout ça, c'en est trop pour la police et le pouvoir, et c'est ainsi qu'une unité spéciale Jacques Mérine est formée. Le problème autour de l'affaire Mérine, entre guillemets, appelons-la comme ça, c'est que la guerre des polices, les rivalités entre notamment la BRI de Robert Broussard et l'OCRB, l'Office central de répression du banditisme, de Lucien Aimé Blanc, nuisaient à l'enquête. Tout le monde se tirait dans les pattes et les affaires n'avançaient pas. Donc là, l'idée, c'était de réunir toutes les infos. Voilà. Donc il y a des réunions très régulières, à un moment, elles sont même quotidiennes, entre les chefs des deux équipes. Et puis les équipes de terrain sont formées, des équipes mixtes, mi-BRI, mi-OCRB. C'est d'ailleurs des équipes de ce type que l'on retrouvera le 2 novembre 1979 lors de la tentative d'arrestation de Jacques Mérine qui finira par sa mort. Et la création de cette unité anti-Mérine, eh bien, elle paye, puisque les policiers, en tout cas les membres de cette unité, arrivent à remonter sa piste. Comment ils s'y prennent ? Mérine a surtout commis une grave erreur en amont de cette arrestation. Il s'en est pris à un journaliste d'extrême droite qui s'appelait Jacques Tillier, qui adressait des articles très défavorables à Mérine. Mérine était très orgueilleux, très fier, il le prenait toujours mal. Donc Mérine a voulu se venger, il l'a entraîné en forêt d'Alade dans une grotte. Dans l'Oise, pas très loin de Senlis, lui laissant croire qu'il lui donnerait des informations qui lui permettraient de faire un article juteux. Cet homme est pris au piège, il est malmené, il est déshabillé dans une grotte, et finalement Mérine, avec son complice Charlie Bauer, qui lui est précisément un de ces gauchistes rencontrés en prison, lui tire 3 balles de 22 longs rifles, l'une dans la mâchoire, l'une dans l'épaule, l'une dans le bras.
Voilà. Il l'abandonne là. Et il l'abandonne là. Et donc cet enlèvement, c'est une erreur fatale, vous dites, pour Mérine ? C'est une erreur fatale parce qu'il y a deux conséquences. Une conséquence psychologique. L'image de Mérine va basculer dans l'opinion publique. On va le trouver moins sympathique. C'est pas Mandrin, c'est pas le bandit au grand cœur. Et puis le second aspect, la conséquence, elle est pratique parce que Jacques Tillier, qui n'est pas mort, a la bonne idée de lancer une fausse information. Il parle d'une R5 qui aurait servi à Jacques Mérine. En fait, il s'agit d'une R14 bleue à bande rouge. Il donne l'info aux policiers et donc le complice de Mérine, Charlie Bauer, ne revend pas sa R14, il la conserve. Et c'est par le biais de cette voiture qui appartient à son épouse, à Charlie Bauer, que les policiers vont se rapprocher de Mérine en enquêtant pour retrouver ce véhicule. Donc c'est par l'épouse de Charlie Bauer, qui lui-même est le complice de Jacques Mérine, que les enquêteurs arrivent à le remonter. Donc comment précisément ils prennent en filature Charlie Bauer ? Dans un premier temps, il faut déjà localiser la voiture. Eh oui. Donc on essaie de retrouver sa propriétaire, elle a disparu, elle s'appelle Madame Gindra. Elle a eu un enfant avec Charlie Bauer, donc ils ont gardé cette voiture. Il y avait un siège bébé même dedans, vous voyez. Et certains disaient, c'est comme pour un truand de cette stature, c'est quand même bête de se faire prendre pour un siège bébé quand même, voilà. Et donc ils ne la retrouvent pas, mais c'est une enseignante. Donc par le biais de son assurance, la Maïf bien évidemment, on remonte quelques pistes qui ramènent vers la région parisienne. Et là, un chef de groupe de l'ECRB qui s'appelle Emmanuel Farrugia a l'idée de simplement regarder toutes les contredanses. Et il y en a 17 000 à ce moment-là. C'est pas informatisé, donc c'est des petites fiches. Donc avec la dizaine d'hommes de son groupe, ils se font les boîtes de contredanses. Et ils finissent par trouver deux contredanses autour de l'église de la Trinité, dans le quartier de Saint-Lazare. Là, aussitôt, on commence des planques et on finit par localiser la voiture. Donc, on imagine bien que Charlie Bauer et René Gindra sont pas très loin de là. À partir de là, on épie, on se cache dans le clocher, on se cache dans un appartement et on finit par le localiser au 101 rue Saint-Lazare. Donc là, nouveau dispositif, filoche. Et il faudra attendre une dizaine de jours, en gros, pour loger Mérine. Alors, c'est le 31 octobre seulement qu'il va être logé. C'est en suivant Bauer et René Gindra, tout simplement. On va aboutir rue Béliard, juste à côté de la porte de Clignancourt, où donc il trouvera la mort 2 jours plus tard. Le 35 rue Béliard, dans le 18e arrondissement de Paris. C'est là où il vit, Jacques Mérine, avec sa compagne du moment, Sylvia Jean-Jacot. C'est son adresse secrète. Absolument. Alors, c'est son quartier. Il faut savoir que ce 18e arrondissement, il le connaît parfaitement. Il s'est planqué à des périodes de vaches maigres quand la police lui courait déjà après, mais qu'il n'avait pas un sou pour se planquer. C'est son univers. C'est, si vous voulez, comme un poisson exotique. Il est entre 23 et 25 degrés, HP 7. Il est très bien. C'est vraiment son milieu. Tout lui va bien. Et donc là, la police arrive là, le loge à son tour. La difficulté, c'est que la rue Béliard est une rue mal placée pour une intervention policière, en ce sens qu'elle longe ce qu'on appelait à Paris la petite ceinture avant, c'est-à-dire qu'en face de l'immeuble de Mérine, il n'y a pas d'autres immeubles, on ne peut pas planquer, il y a au contraire un grand trou. Et puis, cette rue est en cul-de-sac à ce moment-là, elle ne l'est plus maintenant, mais il y a une palissade qui fait que cette rue est un cul-de-sac. Donc c'est assez compliqué de planquer. Donc il va falloir être imaginatif. La coordination Mérine que vous évoquiez fait que c'est Broussard qui est à la main et c'est Broussard qui va mettre en place son dispositif. Donc Broussard met un clochard déguisé au bout de la rue, c'est ce qu'on appelle une sonnette, et plus fort encore, il en met un dans un triporteur de la Poste. Et malgré ça, Mérine a réussi à sortir la première nuit, donc on n'arrive pas à le coincer, on le rate une fois de plus. Et Mérine ne se doute de rien à ce moment-là ? À ce moment-là, non, il se doute de rien, il est sorti au restaurant tout simplement avec Sylvia Jean-Jacot, ils sont allés dîner avec Charlie Bauer et René Gindra, et ils rentrent la nuit seuls, d'ailleurs ils doivent rentrer en 2 temps probablement, et peut-être même un peu avinés. Alors les policiers aperçoivent un homme à peu près de son gabarit, et ils osent pas, c'est dit si c'est pas lui ça va faire du boucan, on va perdre des fêtes surprises. Ah oui, il se déguisait. Il était tout le temps déguisé en fait. Ah, on l'appelait l'homme aux 1000 visages, il était capable de se raser le crâne, de porter des postiches, il se faisait faire des perruques, on l'appelait l'homme aux 1000 visages. Donc il fallait être sûr à 100% que ce soit lui. Oui. Et puis il était dangereux. Donc si c'était lui, il fallait pas se rater. Et si c'était pas lui, il fallait surtout ne pas faire du bruit. Alors bon, les nuits parisiennes, à 2-3 heures du matin, dans des petites rues comme celle du Mont-Cenis ou la rue Béliard, c'est pas évident. Et aller le cueillir chez lui, c'était trop risqué ? Trop risqué.
Faire ce que l'on appelle un fort Chabrol, c'était trop risqué avec un homme de sa trempe. On a trouvé d'ailleurs chez lui un arsenal assez important et même du Pentex. Donc ouais, c'était risqué. Les policiers, même les grands chefs de la police ne veulent pas user cette formule. Ils préféraient vraiment l'arrêter dans la rue. Et d'ailleurs, ils ont essayé le 31 octobre, dès qu'ils l'ont logé. 1 heure après qu'il l'ait logé rue Béliard, Mérine ressort avec Sylvia Jean-Jacot et ses 2 complices. Ils viennent d'acquérir un appartement à Marly-le-Roi, ils doivent le meubler, et donc ils font des magasins de meubles dans le quartier de Barbès, tout bêtement. Broussard est là, en personne, ils ont beaucoup de policiers, pas loin d'une 40aine encore, plus d'une dizaine de véhicules, et à aucun moment ils ne peuvent les surprendre. Ils se couvrent mutuellement. Mérine a toujours la main au-dessus de sa sacoche où on pense qu'il a des grenades, et c'était bien le cas. Il a un 15 coups sur lui. Bauer, c'est la même trempe. Et puis, même Sylvia Jean-Jacot, elle participe au contrôle visuel. Elle s'avance des fois jusqu'à une rue pour voir que la route est dégagée, etc. C'est impossible, il n'arrive pas à les piéger. À aucun moment. On dit même qu'à un moment, Mérine s'est approché de la fourgonnette de commandement à 4-5 mètres. Ils n'ont rien pu faire. Arrive donc le jour J, nous sommes le 2 novembre 79. C'est un vendredi, le jour des 28 ans de sa compagne de l'époque, Sylvia Jean-Jacot. Il est 15h et le couple visiblement décide de partir en week-end à bord de la toute nouvelle voiture achetée par Jacques Mérine. Il s'agit d'une BMW 528i, c'est le modèle de couleur marron métallisé. C'est ça. Alors il faut savoir que c'est une voiture qu'il a eu l'idée d'acheter à l'occasion de la première tentative de remise de rançon de l'enlèvement d'Henri Lelièvre. Les policiers étaient équipés de ce genre de voiture, les policiers français. Et il avait remarqué notamment, parce qu'il avait tiré dessus à la 22 long rifle, que les pare-brises, c'est curieux d'évoquer ça, voilà, à la lumière de ce que l'on sait, les pare-brises résistaient bien aux balles. Et donc il avait choisi cette voiture qui était vraiment le top en termes de puissance, de beauté de l'époque. Ce que ne savaient pas les policiers, c'est qu'il avait cette voiture précisément. Jusqu'à présent, on ne connaissait que la R14 bleue à bande rouge de Bauer, de Charlie Bauer, mais on ne savait pas qu'il avait cette voiture cachée ou garée, je ne sais pas comment il faudrait dire, au 21 de la rue Béliard. Donc les policiers en planque voient cette voiture quitter la résidence, et là voilà. Ils se disent c'est Mérine, ils sont sûrs ? C'est Mérine. Alors Mérine, ils l'ont aperçu à pied juste auparavant. Et en fait, Mérine a l'intention d'aller porter leurs vêtements d'été dans leur nouvel appartement de Marly-le-Roi avec Sylvia Jean-Jacot. Donc il y a un petit mouvement de personnes à pied dans un premier temps. Les policiers sont pas assez nombreux à cet endroit-là, même s'il y a un policier de caché dans une pareil à l'arrière d'une Peugeot bâchée, ils peuvent pas intervenir. Ils sont pas assez nombreux pour le faire. Par contre, il le voit pas disparaître. Il le voit disparaître plus exactement, mais il voit pas où il va. Et d'un seul coup, il réapparaît dans cette voiture. Les bagages sont déjà prêts. Ils ont été descendus chez le concierge. Ça se fait en très peu de temps. Tout est embarqué dans le coffre. Et Mérine démarre. Et là, à ce moment-là, le dispositif de police doit s'adapter. Alors, le dispositif de police, c'est quand même une 40aine de policiers, plus d'une dizaine de véhicules légers, fourgonnettes et le fameux camion Saviem. Plus de motos. Et l'idée, c'est d'encadrer la BMW, donc mettre un véhicule devant et 2 derrière qui sont prêts, parce que les véhicules ont été disposés en étoile tout autour de la rue Béliard, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à partir dans chaque sens. Les voitures sont garées tête bêche pour pouvoir réagir rapidement. Et donc il constate qu'il part pas à pied par la rue du Mont-Cenis, mais qu'il a une voiture et qu'il part par la rue vers la porte de Clignancourt. Et malheureusement, une camionnette de Quidam se glisse dans le dispositif, ce qui les empêche d'intervenir, parce que déjà une GS s'est arrêtée au carrefour rue d'Ornano, boulevard d'Ornano, porte de Clignancourt. Des policiers sont descendus, mais déjà Mérine redémarre. Mais le fait qu'il soit arrêté au feu rouge, alors il faut dire que Mérine, d'une façon générale, respectait le code de la route. Il mettait sa ceinture d'ailleurs, et ça ne l'a pas aidé ce jour-là. Il évitait toujours de se faire remarquer par les forces de l'ordre. Voilà. Et le peu de temps qu'il a perdu là en s'arrêtant a permis au fameux Saviem, qui lui était garé rue du Mont-Saint-Denis. Ça, c'est le camion de 3 tonnes. Le camion de 3 tonnes, et il était garé à contresens dans la rue, c'est-à-dire qu'il était prêt à repartir vers la place Albert Kahn, retourner à droite sur le boulevard d'Ornano et rejoindre la porte de Clignancourt. Et le chauffeur, Christian Lambert, se monte très très fort au volant. Il remonte très très vite en double fil le boulevard d'Ornano. Il utilise une demi-lune de la RATP porte de Clignancourt et il se rabat à gauche. On voit cette image juste devant Mérine qui le laisse passer.
Mérine laisse passer... Poliment, il laisse passer le camion, et d'ailleurs, Christian Lambert le remercie d'un mouvement de tête, je présume. Enfin, il l'a remercié. Et le camion se gare juste devant la voiture. Il se gare devant, donc on imagine la scène, un feu rouge, un camion arrêté, Mérine derrière. Tout de suite, le reste du dispositif de Broussard rapplique. Il se retrouve avec un véhicule à droite, une moto à gauche, des véhicules de police encore derrière. Là, il se doute de rien. Il peut plus bouger, il se doute de rien. Et donc, à ce moment-là, quand il est bloqué, Christian Lambert donne le top à Robert Broussard, qui est un peu plus loin, le long du périphérique, dans une rampe, à la voiture de commandement. Et Broussard donne l'ordre d'intervention. Et c'est là qu'on ne sait plus bien dans quel ordre les choses se passent. Parce que vous avez d'une part, à ce moment-là, des policiers qui accourent à pied, parce que vous avez ceux qui sont dans les véhicules et qui en descendent, et vous aviez également des policiers à pied. Donc, selon un témoin de l'OCRB, Jacques Nain, il y aurait à peu près 11 policiers qui seraient déjà sortis des véhicules à pied, qui approcheraient. Et c'est à ce moment-là qu'il y a les coups de feu qui partent du camion. Alors, ce que je pense, c'est que surtout, c'est ce mouvement brutal qu'il a eu sur la gauche. Il a été surpris, Mérine. Alors, on dit qu'il s'est penché sur la gauche pour attraper des grenades. C'est tout à fait plausible. Il y avait effectivement 2 grenades quadrillées dont les cuillères étaient retenues par des élastiques. Et donc les policiers expliquent qu'en fait c'est ce mouvement intempestif qui a été brutal, violent, qui a déclenché le tir. Cela dit, parce qu'il n'y a pas eu de sommation. Alors, 2 versions. Des témoins qui disent qu'il y a eu sommation, d'autres non. On saura jamais ça. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, il est difficile. Tous vous adressez à des gens qui conduisent. On sait bien que quand on est à pied et qu'on croise un ami au volant de sa voiture, on le reconnaît pas forcément à travers un pare-brise. Donc c'est pas évident. Quel était l'éclairage ce jour-là, d'où venaient les reflets, etc. Donc ça part. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, et Jean-Louis Fiamenghi l'explique très bien dans ses mémoires. Lui, c'est le policier. C'est le policier qui était armé d'un pistolet mitrailleur Uzi. Donc c'est à l'arrière du camion. Voilà. C'est lui qui a délivré la seule balle proprement létale. Mérine a pris 18 balles, dont une à la tête, qui est la seule qui était létale. Voilà. Et lui, il dit, c'est moi, voilà. Et il explique que tous se trouvaient à ce moment-là dans un tunnel mental. C'est-à-dire qu'ils étaient, il faut imaginer, ces 4 hommes armés côte à côte. Et il suffit qu'il y ait un incident pour qu'il y en ait un qui tire. Et le tir de l'un déclenche fatalement le tir des 3 autres. La police explique les faits de cette manière-là, bien évidemment. La justice, elle, va parler de légitime défense permanente, très exactement. Parce que Mérine avait déjà dit, en gros, c'est soit eux, soit moi. Soit moi. La prochaine fois, il n'y aura pas de champagne, ce sera le premier qui tirera. Voilà. Bon. Mais c'est pas le pire. Le pire, je pense que c'est ce qui a créé la polémique, c'est vraiment le fait qu'on ait laissé le cadavre de Jacques Mérine 3 heures sur la voie publique. Oui, parce qu'en fait, donc on l'a bien compris, il meurt de 18 balles. Alors sa compagne à côté, Sylvia Jean-Jacques, elle est très gravement blessée. Elle s'en sortira. Oui. Leur chien, leur caniche Fripouille, lui, sera euthanasié. Oui, on l'emmène chez un vétérinaire, il est euthanasié. Et donc le corps de Jacques Mérine, lui, reste, vous l'avez dit, 3 heures sur place. Les médias rappliquent, les images feront le tour du monde. Absolument. On pourrait plus voir ça aujourd'hui. C'est absolument impossible. Quand on imagine que maintenant, à la télévision, on ne montre pas quelqu'un portant des menottes, là, le cadavre ensanglanté reste là. Et il tient debout, parce que c'est ça, précisément, Jacques Mérine met sa ceinture de sécurité. Donc, c'est ce qu'il tient droit sur son siège. Il y a le fait qu'au bout d'1 heure à peu près, sa fille Sabrina arrive sur les lieux et donc voit son père dans cet état et dans cette situation. C'est épouvantable. Et puis l'attitude des journalistes. Certains montent sur le capot de la voiture. Enfin, on n'imagine pas ça maintenant. Et d'ailleurs, on a reproché... Alors, Broussard a participé à l'extraction du corps de Mérine de la voiture. À un moment, il a été amené à l'enjamber pour qu'on le place sur une civière. Un policier en tenue l'a aidé. Donc, il y a eu des photos qui ont été prises. Certains ont accusé Robert Broussard d'être une sorte de tartarin, au-dessus de l'animal qu'il avait tué. Donc, tout ça a fait que la polémique a grandi à partir de ce moment-là. Et 10 jours plus tard, d'ailleurs, la mère et la fille aînée de Jacques Mérine portent plainte. Elles estiment qu'il a été victime d'une exécution. Oui, alors il s'en est suivi une longue procédure judiciaire, longue et multiple, et qui n'ont jamais abouti en faveur de la famille. Oui, voilà. Le dossier aboutit à un non-lieu en 2004, et la Cour de cassation a confirmé cette décision 2 ans plus tard. Que devient la voiture, la BMW ? Elle a été détruite. Elle est restée dans une fourrière très très longtemps, et elle a été détruite comme ça, un peu comme n'importe quel véhicule, et c'est très curieux. Pour finir, Jacques Mérine, en fait, il savait qu'un jour ou l'autre, ça se terminerait comme ça, sous les balles de la police ?
Il le disait, il l'a laissé après sa mort. On a donc perquisitionné son appartement de la rue Béliard. Il y avait une 60aine de cassettes audio, dont une qui est ce fameux message, cette lettre orale d'amour aussi à Sylvia Jean-Jacques, où il dit que de toute façon il voit sa fin à peu près de cette façon-là. Sa vie était celle d'un homme d'action, alors d'un homme qui ne voulait pas travailler. Il se disait ennemi du réveil matin et il aimait l'aventure, il aimait les copains. C'est vraiment, on en revient à l'introduction de notre propos, c'est un homme à deux visages. Voilà, il est capable d'être absolument épouvantable, des pires choses. Et puis à côté de ça, il savait être séduisant et ma foi, alors je sais pas s'il faut dire malheureusement, mais le charme opère encore dans certains esprits. Jean-Marc Simon, merci. Je rappelle que vos derniers ouvrages consacrés à Jacques Mérine sont parus chez Mareuil Éditions et ils sont passionnants comme votre récit. Merci. Merci. C'est la fin de ce nouvel épisode des Crimes de la route. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous retrouvez d'autres épisodes et l'ensemble de nos podcasts sur le site internet Vinci Autoroute et sur l'application Radio Vinci Autoroute. Une collection disponible également sur YouTube, Deezer, Spotify et Apple Podcasts.